L'interview politique d'Europe 1, David Doucan, vous recevez le président du Front démocrate, candidat à la primaire de la gauche, Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc Benamias. Bonjour. Première question concernant l'attentat de Berlin. L'auteur des faits a donc quitté l'Allemagne pour rejoindre l'Italie, traversant sans difficulté les frontières. C'est du pain béni pour l'extrême droite. Marine Le Pen dit que Schengen est une catastrophe sécuritaire. Schengen, c'est cet accord qui organise la libre circulation des personnes entre 22 pays en Europe. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Jean-Luc Benamias ? Je réponds qu'il y a beaucoup de choses qui sont du pain béni pour Madame Le Pen, Marine Le Pen, parce que comme elle surfe sur toutes les peurs, toutes les angoisses, en voilà une extrêmement forte. Mais je dis que qu'il y ait Schengen ou pas, on ne peut pas arrêter ce genre de terroristes avant de ce qui a été fait d'ailleurs à côté de Milan. Voilà, Schengen existe, c'est quand même quelque chose qui a ouvert la circulation libre de nous tous et de nous toutes dans le cadre européen. On va revenir dessus. De toute façon, même si on disait qu'on ferme les frontières, serait embêter les gens qui sont en légalité et les autres qui sont en illégalité, et surtout les terroristes passeraient comme ils voudraient. Je vous rappelle qu'on a 1500 km de côte et que surveiller 1500 km de côte, je ne connais pas. C'est très clair, donc la menace terroriste ne justifie pas que l'on revienne pour vous sur Schengen. Parlons maintenant de cette campagne. On peut améliorer la sécurité autour de Schengen. C'est un des gros problèmes par rapport à l'accueil des migrants, notamment en Italie et en Grèce. Les frontières pour entrer dans l'Europe. Pour rentrer dans l'Europe. Voilà. Là, et donc, de ce point de vue-là, comment vous l'améliorez, cette sécurité ? Il faut vraiment aider la population grecque, la police grecque, la sécurité grecque et italienne pour déjà accueillir et pour faire que tout le monde ne sorte pas n'importe comment de n'importe quelle île ou de n'importe quel endroit. Mais c'est bien là qu'il faut améliorer les choses. Alors on va parler maintenant de cette primaire de la gauche, de la belle alliance populaire dans laquelle vous êtes engagé, candidat au nom de votre parti, le Front démocrate. Mais surtout candidat quand on est au présidentiel au nom d'une idée centrale. L'idée centrale. Oui, alors justement, pardonnez-moi, je vous pose la question. Allez. Votre grande idée, c'est justement une sorte de coalition progressiste. Oui. Vous dites de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à Nathalie Kosciusko-Morizet en passant par Emmanuel Macron. Je vous pose la question. On a du mal à l'imaginer quand on sait que vous n'avez même pas réussi à vous mettre d'accord avec votre ami François de Rugy et on se retrouve avec deux candidats écologistes au sein même de cette primaire. Comment vous posez la question de cette manière-là, il ne nous a pas échappé qu'il y a 4 frondeurs, hein. C'est beaucoup. Il y a 4 socialistes, 2 écologistes et une radicale socialiste. Qui sont en dehors de Vincent Peillon, qui n'est pas vraiment un frondeur, mais il avait quitté la politique pendant quelques années. Les autres sont tous des frondeurs. Non, les autres sont pires, voilà. Enfin d'accord. S'il y a des primaires... Non, je m'en fous. Non, mais expliquez-nous comment vous faites une grande alliance quand vous n'avez même pas pu vous mettre d'accord, vous avez deux candidats écologistes à la même primaire. Allez, on prend une demi-heure. Allez-y. Je vous explique. Vous savez... à la fin de la guerre 39-45, il y a une institution qui s'est appelée le Conseil national de la résistance et qui a réuni derrière ce conseil des gens qui étaient issus de la démocratie chrétienne, des sociodémocrates, des communistes, des gaullistes et puis des syndicalistes dans une situation de guerre. Alors, toute proportion gardée, je dis qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation dans laquelle nous vivons, le nombre de guerres qui existent dans le monde, la façon dont la France est elle aussi en guerre, pas à l'intérieur, quoique par rapport aux terroristes, on est quand même en guerre, je dis que créer des majorités larges, et moi je suis pour une majorité progressiste, mais d'autres pourraient être pour une majorité de conservatrices, on voit bien qu'avec M. Fillon c'est possible. C'est malheureusement possible aussi avec Marine Le Pen. Je suis pour une majorité progressiste. Un peu de responsabilité collective par rapport à tout cela. Est-ce que, dans le cadre français, dans le cadre de la reconstruction de la République française ou du maintien de la République française avec un poids politique réel, dans le cadre de l'Union européenne, il n'y a pas besoin de majorité large. Je suis pour cette majorité. La responsabilité collective, ça passe par l'effacement des ambitions personnelles. On voit bien que... C'est vrai. On n'y parvient pas aujourd'hui dans la vie politique. Non, parce que le jeu de décomposition politique dans lequel nous sommes dans cette 5e République, dans cette fin de monarchie républicaine, fait que on est encore en phase de décomposition politique. Moi, je me bats pour la recomposition politique. Mon parcours politique, étant passé du PSU au Vert, des Verts au mouvement démocrate, présente cela. C'est-à-dire comment on bouge les lignes. Je crois que la responsabilité collective est possible. Je crois que l'intelligence collective est possible. Et quand je propose ça, je sais bien que c'est difficile. Je dis pas que c'est Jean-Luc Mélenchon à la Kosciusko-Morizet, je dis que ces électorats sont pour moi des électorats compatibles. Oui, sauf qu'on ne parvient toujours pas à avoir une seule candidature, une candidature commune. La division ronge toujours, en tout cas, le camp de la gauche. Parlons du fond. Oui. Parlons du fond. J'ai lu votre livre intitulé « Un président devrait dire ça ». Et vos propositions économiques, je les résume en quelques mots, c'est le revenu universel, un peu comme tout le monde, la sécurité sociale, la sécurité sociale professionnelle, des baisses de charges sur les embauches des PME. Vous prenez aussi l'augmentation des salaires des enseignants et des personnels de santé. Question toute simple, combien ça coûte ?
Tout ça, si on faut prendre, on n'aura pas le temps. Hein. Le revenu universel mis en place progressivement, mais on va dire sur une mandature, si ce n'est 2 mandatures. Le revenu universel, c'est 300 milliards. Mais combien ça rapporte ? 300 milliards. Attendez, parce que c'est un chiffre qu'il faut qu'on entende. 300 milliards d'euros. Oui. C'est à peu près le budget de la France annuel. Ok, ouais. C'est à peu près. Hein, je veux dire, vous le financez comment ? Écoutez, c'est ce que je viens de vous répondre. Je le finance déjà par les autres aides qui existent aujourd'hui, RSA, aide au logement et autres. C'est une grande discussion. Quand je dis que c'est progressif, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça du jour au lendemain. Mais je dis que par rapport aux salariés pauvres, je dis que par rapport à certaines professions comme la profession d'agriculteur, intermittents du spectacle qui n'ont pas atteint les 507 heures d'intermittence du spectacle. Je pourrais citer plein de professions comme ça, artisans, petits artisans. Le fait d'avoir un revenu de base qui fasse que tout de suite on ait 700, 800 euros. Je dis que c'est progressivement mis en place, mais 700, 800 euros, c'est un revenu de base qui permet d'être aux auto-entrepreneurs. Dans le cadre, on doit avoir un cadre beaucoup plus strict par rapport à l'encadrement social de tout cela. Je dis que c'est une possibilité. Par rapport au fait que je dis aussi que ça dépense, ok, mais combien ça rapporte ? Vous mettez plusieurs centaines de milliers de personnes ayant 700 et 800 euros. Ces gens-là, on va les mettre sur le livret A. Hein. Ils vont les mettre directement dans la consommation. Qu'est-ce qu'on fait quand on met la consommation ? On relance la consommation en France. Et par ailleurs, on paye. Et par ailleurs, ça rapporte. Merci beaucoup. On continue sur vos propositions, parce que quand on lit votre livre, on découvre des choses. Et c'est intéressant. C'est le sens d'une candidature. Vous prenez, par exemple, c'est original, la reconnaissance de la médecine chinoise. Non, c'est ce que vous écrivez. Oui, bien sûr, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle soit remboursée ? Enfin, expliquez-nous ça. Par la Sécu. Ça veut dire que les mutuelles... Alors, je vais être très bref là-dessus. Ouais. Certaines mutuelles remboursent déjà ce genre de médecine. Alors, pourquoi j'ai pris médecine chinoise ? Pourquoi médecine chinoise ? Parce que c'est tellement un énorme pays que ça amène des dizaines de milliers de personnes se formant aujourd'hui dans la médecine chinoise. On sait aujourd'hui que par rapport à toutes les médecines existantes, il n'y a pas que la nôtre. La nôtre, elle est performante, mais de manière plus importante. Soyez bref. Est-ce que vous pensez que ça doit être remboursé par la Sécu, par les mutuelles ? Je pense que ce qui doit être remboursé par la Sécu, c'est tout ce qui permet aux gens d'aller mieux. D'accord. Donc, dans ce cadre-là, est-ce que c'est à 100% ou est-ce que c'est à 50%, est-ce que c'est à 30%? Tout ça se discute avec le corps médical. Bon, on va parler un petit peu maintenant de tactique. C'est une primaire, dans une primaire, il y a de la tactique. Bon, avec lequel des 4 candidats socialistes, donc il y a Manuel Valls, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg et Vincent Payon. Je crois les connaître assez bien. Voilà, vous les connaissez. Avec lequel vous trouvez-vous le plus d'affinité aujourd'hui? Je ne répondrai pas à cela, je me sens des affinités qu'avec les 4. Ah, vous aimez les 4? Bon, d'accord. Mais ce sont des parcours politiques. Je suis pas né aujourd'hui. Donc, tous ces gens-là, je vais dire que la plupart sont des amis. Parce qu'il y en a avec qui on n'est pas forcément amis. On n'est pas forcément en train de déjeuner ou de boire un coup avec tous. Mais ce sont des gens que je connais par cœur. Avec Vincent Payon, par exemple. Quand Vincent Payon avant qu'il arrête la politique, pendant quelques mois et quelques années, on avait lancé ensemble ce qui s'appelait le Rassemblement. C'était une initiative qui avait réuni de Robert Hue à Madame de Sarnez et moi-même pour le mouvement démocrate, jusqu'à Cohn-Bendit et les socialistes. On avait fait ça ensemble, c'est-à-dire se bouger les lignes. C'était il y a, on va dire, 4-5 ans. Avec Benoît Hamon, j'étais député avec lui, on a des affinités. Avec Monsieur Montebourg, je peux en avoir sur la notion même de ne pas dire que le mot protectionnisme est un mot tabou. C'est-à-dire que dans l'éventualité, vous ne seriez pas qualifié pour le second tour, oui, c'est possible. C'est oui. possible. Vous pourriez en fait soutenir n'importe lequel des 4. Mais c'est le jeu puisqu'on a signé. Non, ça c'est à la fin de la primaire. Ah non, entre les deux tours. Pardon. Après le premier tour, vous réservez la liste. Je poserai des questions. Vous n'avez pas de problème. Je poserai des questions aux différents candidats qui sont présents au second tour. Quelqu'un qui est pour la mise en place de Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport, on le soutient. La question sera posée. La question sera posée. Donc vous monnayerez votre soutien. Monnayer est un terme un peu fort, mais le fait de dire que je poserai des questions et que s'il n'y a pas de réponse, je dirai qu'il n'y a pas de réponse, notamment sur Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pas le seul cas. Question très courte, plutôt réponse très courte. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse balancer de la farine au visage de Manuel Valls parce qu'on n'a pas été d'accord avec l'usage du 49.3 ? Non, ça me casse les pieds, ça. Je comprends qu'après, il faut prendre ça avec beaucoup d'humour, c'est hyper drôle, mais je trouve ça très casse-pied. Bon, un tout dernier mot, est-ce que vous avez une réaction personnelle à la mort de George Michael ? Non, j'étais pas un adorateur de George Michael. Voilà, pour ceux qui l'aimaient bien, et il y en avait, semble-t-il, plusieurs dizaines de millions. Ben voilà, pour eux, c'est quelque chose. Pour moi, non, pas grand-chose, non. Merci Jean-Luc Benamias. Merci messieurs. Dans la prochaine demi-heure, à suivre vos traditionnelles revues de presse.